Caméras de surveillance, panneaux publicitaires lumineux, arrêts de bus connectés aux informations en temps réel, il n'y a pas que nos espaces privés qui se sont vus colonisés par le numérique, il y a aussi la ville. Si l'on parle de tech et urbanisme, on peut revenir sur la Smart Cities et ses promesses d'une ville qui profite de la technologie pour apporter aux citoyens. Mais apporter quoi ? Ça dépend. Fluidifier les transports, améliorer les communications publiques, voire même garantir la sécurité. L'important est que le développement urbain soit avant tout porté par l'innovation technologique. Pour autant, on ne pense pas directement au numérique quand on parle de la ville. Au fond, les villes se construisent surtout autour de l'industrie, du commerce et du logement, non ? La technologie n'apparaît alors que comme un outil de gestion urbaine. Et si nous vous disons au contraire que l'innovation technologique est au cœur même du développement urbain, que l'un des axes les plus importants de la façon dans laquelle on construit nos villes est justement le déploiement de la technologie ? C'est la thèse défendue par des chercheurs en géographie urbaine comme Alexandre Grondeau, professeur au laboratoire TELEM et auteur, entre autres, de Alter Métropolisation, une autre ville est possible, chez LST Éditions. Avec lui, on échange sur la manière de faire ville, avec ou sans la technologie. Ok, je lance Azerty. On va donc parler dans cet épisode de géographie et d'innovation. On va s'intéresser à comment les groupes humains, confrontés à une situation d'adaptation, vont trouver une solution via un procédé, une innovation. Ici, l'innovation n'est pas nécessairement technologique, même si on va en parler, et elle n'est pas non plus forcément marchande. C'est ça qui est intéressant dans les travaux d'Alexandre Grondeau. Il s'intéresse à une autre façon de faire, qui peut être non marchande, non rentable, et qui peut être efficace. D'où le mot important sur la couverture de son livre, Alter Métropolisation. Alter, on l'utilise pour dire autre, alternatif, mais alternatif à quoi exactement ? Pour comprendre ça, on a d'abord demandé à Alexandre de nous donner sa définition de la métropolisation. La métropolisation, c'est un mécanisme d'urbanisation qui consiste à observer, c'est ce qu'on observe, la concentration des pouvoirs économiques, culturels, financiers, politiques, dans un certain nombre de villes. Et donc, ce processus de métropolisation joue comme une sorte d'attraction de la ville, des populations, des investissements, des richesses, de manière théorique et très générale. De manière très concrète, qu'est-ce que c'est la métropolisation ? Dans une ville comme Marseille ou dans une ville occidentale, c'est l'idée selon laquelle les territoires se développent de manière inégale et les territoires qui gagnent dans l'économie de marché, c'est les villes. Pourquoi ? Parce qu'elles concentrent les pouvoirs. Donc c'est un peu une sorte de cycle ou de système de boucle rétroactive que l'économie de marché va identifier comme étant positive, puisque pour eux, en fait, plus tu concentres les populations, plus tu concentres les pouvoirs et mieux tu gères les sociétés. Ça, c'est la conception utilitariste, structuraliste de l'économie de marché et des élites, dans l'analyse marxiste des élites bourgeoises. Rome, la Rome antique, c'est la première métropole de plus d'1 million d'habitants et donc c'est logique de concentration des pouvoirs et de tout ce que ça implique comme problématiques négatives en termes de pollution, en termes d'embouteillage, en termes de logement. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est comment le capitalisme, à travers le prisme de l'innovation technologique, s'est greffé à la métropolisation. En fait, la métropolisation, c'est-à-dire la concentration des populations à un endroit donné, amène tout un tas d'effets positifs. Je parlais de l'altérité, je parlais de l'émulation, de la création de richesses, mais aussi tout un tas de problèmes. Les embouteillages, les pollutions, les problèmes de logement, etc., etc. Le capitalisme technologique propose, comme solution à ces problématiques inhérentes à la métropolisation, de trouver des solutions grâce à la technologie. Dans mes travaux, moi je parle de ce qu'on appelle la métropolisation 3.0, c'est-à-dire un mécanisme de concentration urbaine des pouvoirs des populations qui est renforcé par la production de technologies.
Je dois dire que j'avais jamais envisagé la technologie comme les moyens privilégiés par les capitalismes pour résoudre les problèmes urbains. En effet, si je regarde autour de moi dans la ville sous cet angle, c'est assez évident, hein, pour les meilleurs et pour les pires. Un problème de sécurité, on installe des caméras. Un problème de pollution, on installe des capteurs pour mesurer la qualité de l'air. Et on pourrait citer les transports publics, les tickets de métro numériques, la gestion de trafic, jusqu'à des choses un peu dystopiques, comme les bornes de stationnement à la minute qui mesurent en temps réel les temps qui vous restent avant de recevoir une amende. Il existe même des classements de compétitivité entre villes basés notamment sur leur degré de technologisation et sur leur statut de Smart City. Et à propos de ces termes, comme j'ai toujours du mal à comprendre, voyons ce qu'il en pense Alexandre. La Smart City, c'est quoi ? C'est une solution technologique qui consiste à optimiser le fonctionnement des métropoles grâce à des outils algorithmiques, IA, etc., digitaux, et aujourd'hui qui apparaît comme la solution évidente pour tout le monde. En gros, qui va proposer dans la société de s'opposer à la phrase « Est-ce que vous êtes OK pour que la technologie nous permette d'améliorer la lutte contre les pollutions ?» Personne. C'est comme si tu demandes est-ce que vous êtes pour ou contre la guerre ou est-ce que vous êtes pour ou contre la fin dans le monde. Le souci, c'est que la technologie, elle est ce que les gens en font. La technologie, elle peut être utilisée pour trouver des solutions pratiques, pragmatiques, rentables ou non rentables. Et le fait qu'on intègre la notion de rentabilité, elle questionne la capacité de la technologie à être pour tous, et pas que pour les gens qui ont la capacité de payer. Et le paradoxe de la métropolisation, c'est qu'elle amène, quand on essaye de l'objectiver, une sorte de schizophrénie urbaine. C'est l'idée selon laquelle l'urbanisation va amener, et la concentration urbaine va amener tout un tas de choses positives, l'altérité, le contact, l'émulation, je l'ai déjà dit, et en même temps, tout un tas de choses négatives. Et comment on arbitre entre ces choses positives et ces choses négatives, et surtout, est-ce qu'on arrive à dépasser le prix à payer capitalistique du développement et du progrès ? Ce prix à payer, c'est qu'il y ait toujours entre 10, 15, 20% des populations qui sont les grands perdants des progrès humanistes. Nous, les travaux qu'on a menés dans mon laboratoire qui ont concerné notamment la ville de Nice, qui est la première ville française labellisée Smart City, en tout cas la ville la plus smart, évaluée par le bureau d'études Juniper. Et donc, on a travaillé au déploiement sur le territoire niçois de ces outils technologiques. Et ce qu'on observe, c'est que sont majoritairement concernés par le déploiement des outils technologiques smart les quartiers les plus touristiques et les plus riches. Là, Alexandre a déjà commencé à développer un peu ses recherches, alors poussons un peu. La Smart City, elle existe pour qui ? Surtout pour les quartiers les plus favorisés. Bon, ça c'est pas vraiment une surprise, mais c'est bien d'avoir un chercheur pour le confirmer. Pour en revenir au sujet, l'idée n'est pas de confondre métropolisation et Smart City. Non, la Smart City, les technologies dans le contexte de la métropolisation sont des sortes de béquilles numériques. Et à ce compte, Alexandre Grondeau ne fait pas une critique morale, mais il soulève une question. Est-ce que la Smart City a une vocation d'intérêt général et de service public, ou est-ce que l'adoption massive de ces solutions n'a pas d'abord un intérêt mercantile ? Les trottinettes en libre service, par exemple, elles sont rarement proposées par des acteurs publics. Les panneaux d'affichage connectés, eux, peuvent autant servir à informer, à la limite, qu'à faire de la publicité. Et puis les acteurs privés eux-mêmes vendent des solutions urbaines à la ville, parfois discutables quand il s'agit par exemple de places de parking connectées. Bref, des exemples, il y en a plein, et en divaguant un peu sur ces sujets, sur la place que prennent les acteurs privés dans la ville, on en vient à parler de l'ubérisation, une forme presque radicale que peut prendre l'acteur privé sur des services urbains. L'ubérisation n'est pas intégrée dans la réflexion sur la Smart City parce que l'ubérisation des fonctions métropolitaines, c'est la radicalisation de la Smart City. La Smart City, il y a quand même un adossement des technologies sur les pouvoirs publics pour améliorer les pollutions. L'ubérisation, il n'y a plus les pouvoirs publics. L'ubérisation, c'est-à-dire que le citoyen ne devient plus qu'un consommateur de la fonction métropolitaine transport, il va utiliser une trottinette. De la fonction métropolitaine logement, il va prendre un Airbnb. De la fonction métropolitaine restauration, il va commander un Deliveroo à manger.
C'est-à-dire que l'ubérisation, c'est le projet politique de la Silicon Valley de suppression ou de limitation au strict minimum des pouvoirs publics et donc de l'intérêt général. Il faut arriver donc à dissocier la Smart City, qui est une logique d'emprise capitalistique de la gestion des territoires, mais où il y a quand même un rapport service public, service privé, avec pourquoi pas une délégation de services publics potentiels, ou en tout cas une intégration de la fonction de la gestion digitale dans les services municipaux. L'ubérisation, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est bien pire, c'est une strate encore. J'allais dire bien pire, mais bien pire, c'est un jugement de valeur idéologique. Bien pire si on considère que le service public a vocation à nous protéger. Mais il y a des gens qui pensent pas ça. Il y a des gens qui pensent que le service public est un problème bureaucratique, administratif, et donc pour eux, la technologie, elle permet de résoudre ce problème-là. Bon, du coup, si je comprends bien, nous avons la métropolisation, puis l'ubérisation, qui est une forme radicalisée de consumérisme et, à mon sens, libertarienne. Mais ce qui nous a intrigués chez Alexandre, c'est qu'il met en avant un troisième processus, qui reprend le nom de la vieille alter-mondialisation, l'alter-métropolisation. Voyons où cela nous mène lorsque nous penchons sur ces termes avec Louis. L'idée de l'alter-métropolisation, c'est l'observation d'un processus de création et de production d'innovation sociale citoyenne qui se déploie dans la ville. Au bout d'un certain nombre d'années où j'ai constaté les limites et le prix à payer de cette schizophrénie urbaine, de fonder en fait le développement de nos territoires sur la métropolisation 4.0, il s'avère que j'observais en parallèle qu'il y avait un certain nombre d'inégalités qui n'étaient pas gérées et qui étaient laissées de côté. L'altermétropolisation, c'est l'idée selon laquelle quand le processus de métropolisation 3.0 ou 4.0 n'arrive plus à se déployer, ou en tout cas ne se déploie pas de manière égalitaire, les citoyens prennent le relais, s'organisent et ils vont trouver et proposer tout un tas de solutions pour que l'urbanisation se fasse de manière solidaire, inclusive et écologiquement responsable. L'altermétropolisation, c'est l'idée qu'il n'y a pas une inéluctabilité de la marchandisation de la production de la ville, qu'il n'y a pas une fatalité de la conception économiciste de la production urbaine. La ville, c'est d'abord un objet politique, les gens se regroupent pour s'organiser, avant d'être un objet économique. Les gens s'organisent pour gagner de l'argent. L'invention de la ville, elle n'est pas économique. L'invention de la ville, elle est politique. Donc c'est comme ça. Ok, donc avec ce que vient de dire Alexandre Grondeau, je me rends compte qu'on est très souvent confronté à des scènes, à des situations d'altermétropolisation. Dès lors que le citoyen s'émancipe des logiques marchandes pour devenir acteur, finalement on est face à l'alternative. Je pense tout de suite au monde associatif, par exemple, qui, de ce que je comprends, s'inscrit pleinement dans cette logique d'alter-métropolisation, mais laissons notre invité nous donner quelques exemples. Quand tu as un quartier minéral, c'est-à-dire il n'y a que des bâtiments, il n'y a pas de végétation, où l'été, il va faire très 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 chaud, notamment dans les régions méditerranéennes, eh bien, si les pouvoirs publics ne font rien, ils peuvent être relayés par des collectifs, des citoyens qui vont décider de revégétaliser où ils le peuvent leur quartier. Et parfois sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Et donc parfois tu vas voir des rues végétalisées, revégétalisées, des quartiers revégétalisés par les citoyens. Ça c'est de l'altermétropolisation. L'altermétropolisation enfin, c'est dans des contextes d'extrême pauvreté, l'organisation de solidarité, par exemple avec la création d'épiceries solidaires ou on parlait tout à l'heure de technologie, l'intégration de Fab Lab, c'est-à-dire des ateliers technologiques coopératifs qui permettent gratuitement à des populations la maîtrise de l'outil de production. Si certains de tes auditeurs ont une culture marxiste ou ont une culture politique, ils vont tout de suite comprendre ce que ça veut dire la création d'ateliers de production coopératifs où on propose aux populations à maîtriser les outils de production. C'est proprement révolutionnaire et c'est altermétropolitain. Eh bien ça nous fait plaisir. Nous avons déjà discuté dans notre première saison des Fab Labs avec Tony Van Pook, comme un rêve possible d'un numérique différent. Et sincèrement, c'est beau de les voir cités à côté des concepts comme les épiceries solidaires, les jardins autogérés ou les centres sociaux. Mais
Je ne sais pas vous, mais quand moi je pense à ces modes de vie alternatifs en ville, j'ai toujours l'impression qu'il s'agit tout de même de modes résiduels qui sont certes des phares lumineux, mais dans une mer plutôt dominée par la métropolisation. Et c'est là que les travaux d'Alexandre et de son équipe deviennent surprenants. Un bon géographe, il et elle ont cartographié à la fois la métropolisation et l'altermétropolisation. Et si l'on prend Marseille par exemple, le réseau est étonnamment dense. L'objectivation de la production d'innovation sociale, elle n'est pas simple. C'est souvent invisibilisé ou marginalisé. Tu m'as demandé des exemples, j'ai essayé d'en donner pas mal. Et en fait, n'importe qui a entendu ces exemples dit « Waouh, mais c'est super vaste. Un Fab Lab, un squat, une épicerie solidaire. » Qu'est-ce qui les rassemble ? Ce qui les rassemble, c'est l'intégration de la production urbaine à la sphère non marchande, à la sphère coopérative. Et il s'avère que c'est beaucoup moins étudié que la métropolisation parce que finalement, ça intéresse beaucoup moins de gens. Le questionnement que j'ai eu, c'est est-ce qu'on peut observer le mécanisme d'altermétropolisation dans différentes villes et différents territoires, développés, non développés, occidentales, non occidentales, grande métropole, petite ville ? La réponse, elle est oui. On observe la production urbaine citoyenne appartenant à la sphère non marchande partout dans le monde. Les cartes auxquelles tu fais référence, l'idée c'était comment on évalue et on localise cette production alternative urbaine. Nous, on s'est dit que le meilleur moyen c'était d'identifier des lieux de production coopératifs et ensuite de mesurer l'intensité de cette coopération dans la production urbaine. Donc effectivement, quand on regarde la carte de l'altermétropolisation que vous pouvez retrouver facilement sur Internet et des lieux altermétropolitains à Marseille, ce qui surprend, c'est qu'il y en a beaucoup. Et pour vous dire, dans Marseille Intramuros, on identifie 600 à 700 lieux altermétropolitains. Et dans la métropole de Marseille, donc, on est à plus de 1500. Donc, quand moi je vais dire au maire de Marseille ou à la présidente de l'intercommunalité de la métropole marseillaise qu'il existe des alternatives dans la production urbaine, que ces alternatives sont nombreuses, pendant longtemps, on me croyait parce que j'ai quand même fait beaucoup d'années d'études, et à un moment donné, on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis ou ce que j'écris, mais le souci méthodologique et l'objectivation de ces phénomènes fait qu'on dit, oui, quand même, ça existe. Après, l'enjeu politique pour ces gens-là, c'est de voir quelle est l'intensité de l'altermétropolisation. Cette intensité, elle est forte parce qu'elle se déploie un peu partout en ville, et surtout, elle est avant-gardiste. Azerty. Les cartes d'Alexandre Grondeau, son analyse à l'échelle de Marseille, nous montrent à quel point le phénomène d'altermondialisation est important. Comme je l'ai déjà dit, une fois qu'on a compris ce que c'était, difficile de ne pas en voir un peu partout. À Rennes, par exemple, on a des épiceries solidaires, des Fab Labs qui viennent enrichir la vie urbaine par des propositions différentes d'organisation et d'innovation sociale. Et ce que je trouve de particulièrement intéressant, c'est que pour notre invité, la multiplication de ces expériences témoigne un certain avant-gardisme. L'erreur qui est souvent faite, c'est de dire l'altermétropolisation, c'est sympa, mais finalement, ça concerne, même s'il y a beaucoup de territoires, ça concerne pas énormément de gens. Sauf que ça, c'est oublier l'importance des avant-gardes. Une avant-garde, elle a vocation à quoi ? Une avant-garde, elle a vocation à tester, expérimenter localement un mode de vie, un style, quelque chose qui soit alternatif et qui pourrait, pourquoi pas, se généraliser. Ou non. Il n'y a aucune avant-garde qui dit « moi je veux que ce que je dis, ce que j'écris, ce que je produis ait vocation à se généraliser ». Les avant-gardes, elles disent « nous testons, nous expérimentons quelque chose qui n'existe pas dans la société, libre à vous, à ceux qui le veulent, de le tester ». Et c'est là où c'est intéressant l'altermétropolisation. Il faut dépasser le cadre de l'opposition binaire type lutte des classes, genre les méchants capitalistes qui produisent la ville intelligente versus les gentils militants qui essayent de sortir de la sphère non marchande autour de ces questions de solidarité. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. L'altermétropolisation, elle hybride la métropolisation. Et la métropolisation s'inspire de l'altermétropolisation. Exemple, les AMAP.
Les AMAP, ce sont les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc l'idée selon laquelle les circuits courts économiques sont aussi des avancées écologiques. La MAP en fait est totalement intermétropolitaine. C'est-à-dire on réfléchit à comment rendre plus écologique et plus direct la restauration, l'approvisionnement en nourriture des métropoles et des citadins urbains. Les AMAP au début on pensait que c'était des anarchistes punk à chiens qui proposaient une vision totalement subversive de l'alimentation en ville. Et aujourd'hui en fait n'importe quelle métropole, à droite comme à gauche, ils encouragent les AMAP et ils vont essayer de trouver et d'encourager ces solutions. Là, pendant l'entretien, j'ai pas pu éviter de me mettre un petit peu en contraste avec Alexandre. Ok, l'hybridation, mais on ne peut pas considérer qu'un centre social autogéré ou un squat s'inscrivent dans un processus d'hybridation. Les manifestations contre Airbnb me semblent plutôt aller à l'encontre de la métropolisation, non ? Donc, on ne peut pas voir cette multitude d'initiatives et d'associations comme une sorte de résistance à ces processus dominants ? Il y a du rapport de force. L'erreur serait de cantonner le rapport de force à une analyse binaire, dans le sens où ce rapport de force, c'est un rapport de force dont la finalité aboutit à l'hybridation. C'est une bataille culturelle. On est exactement dans les analyses de Gramsci. Qui va gagner la bataille culturelle? Est-ce que la bataille culturelle, elle va être gagnée par les tenants de l'économie de marché confrontés à un certain nombre d'enjeux, notamment écologiques, qui nécessitent et qui obligent le capitalisme à s'adapter? Ou est-ce que c'est les solutionneurs, les trouveurs de solutions solidaires et inclusives et écologiques qui vont gagner? Eh bien en fait, la bataille culturelle, l'hybridation, elle fait que c'est très compliqué. Notamment parce que on peut remarquer une instrumentalisation et une marchandisation des expérimentations sociales solidaires, notamment dans les écoquartiers. Et inversement, parce qu'il faut être aussi critique de la critique, on peut aussi observer des logiques de marchandisation de l'innovation sociale par ces collectifs qui, en fait, font de leur engagement un métier. Et c'est tout à fait louable. Je veux dire, n'importe qui a le droit de vouloir vivre de ses idées et tout. Sauf que dans ces logiques-là, si on accepte ce que je viens de dire, il faut accepter l'idée que ce n'est pas les méchants capitalistes contre les gentils socialistes, c'est pas les innovateurs sociaux contre les innovateurs technologiques. La partie, elle se joue pas comme ça. Et d'ailleurs, le capitalisme a toujours été à montrer sa capacité à intégrer des contestataires. Voilà. La partie, elle se joue dans l'hybridation et le fait que les deux mécanismes de métropolisation 3.0 et altermétropolisation s'imbriquent en même temps qu'ils se concurrencent. Et qui fait cet arbitrage en France? Ce sont les services publics. Pourquoi ? Parce que les services publics et les élus, ils voient bien les limites du capitalisme urbain, ils le vivent au quotidien, et ils voient bien qu'il y a des solutions proposées par notamment des jeunes citoyens. C'est important d'insister sur ce point-là, on est sur une sorte d'hybridation concurrentielle. L'idée n'est pas que l'altermétropolisation c'est bien et c'est super, la métropolisation c'est le mal. Non, l'idée c'est qu'au sein du phénomène dominant de métropolisation, il existe un autre phénomène qui expérimente comment faire autrement, différemment, et les services publics, eux, ont un rôle à jouer dans le soutien ou non de ces alternatives. Maintenant que tout ça est clair, revenons à un sujet d'importance, et la tech dans tout ça. Si on n'est pas sur une opposition frontale entre deux phénomènes, j'imagine que le numérique peut trouver sa place dans ces expérimentations urbaines alternatives. L'altermétropolisation n'est pas anti-numérique. De toute manière, être anti-numérique ou anti-digital, c'est, à mon sens, une erreur de jugement. On peut être contre la technologie, l'utilisation capitalistique de la technologie, qui fait qu'une technologie est moins émancipatrice que ce qu'on pourrait penser. Mais après, une technologie, elle est ce que les êtres humains, ils en font. Et pour le coup, il y a tout un tas de collectifs qui utilisent ces technologies pour justement proposer une société solidaire. Tout à l'heure, je t'ai parlé des méfaits et des problématiques de l'ubérisation.
Donc, l'ubérisation du logement est symbolisée depuis 2010 par une big tech qui s'appelle Airbnb. Tout le monde est d'accord, c'est problématique. Il y a des villes qui l'interdisent, d'autres qui ne l'interdisent pas, il y a un encadrement. Une analyse rapide, idéologique et trompeuse serait de dire le problème, c'est Airbnb. Airbnb, c'est la technologie digitale et numérique, donc le problème, c'est le numérique. Ça, aujourd'hui, on a des gens qui disent ça et qui sont militants. Il y a une alternative aujourd'hui à Airbnb. Il y a une alternative solidaire, inclusive, écologique à Airbnb. Mais le problème, c'est que les gens ne la connaissent pas. C'est-à-dire que si tu vas sur Internet aujourd'hui, tu peux aller réserver une chambre d'hôtel avec Airbnb, tu vas enrichir la Silicon Valley. Tu peux aussi aller sur Fairbnb. Et là, tu fais appel à un moteur de recherche qui te propose des logements loués de manière équitable, solidaire, et les bénéfices de la location vont permettre d'initier des politiques de requalification de certains quartiers qui sont touchés par l'Airbnbisation et l'ubérisation. L'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est comment faire que les gens, les clients, utilisent Fairbnb plus que Airbnb pour encadrer l'ubérisation. Si je comprends bien ce qu'Alexandre dit, les problèmes de la technologie en ville ne résident pas tant dans la technologie en soi, mais plutôt dans son contexte, dans son encadrement et de qui l'encadre, c'est-à-dire les géants de la tech qui en pensent que au profit. Bon, ça c'est pas trop nouveau. Mais par contre, l'exemple d'Airbnb me touche personnellement. Je viens de Florence en Italie, une ville ravagée par le tourisme et par cette plateforme numérique. Et je me suis toujours demandé pourquoi, pour orienter les marchés vers les alternatives, il n'existe pas de Fairbnb municipal, une plateforme commune et citoyenne qui accompagne l'interdiction d'Airbnb. Mais tout ça, ça me fait penser aussi à la double définition que Marie-Anaïs Le Breton nous avait donnée dans la Smart Cities il y a quelques années. On a une première définition de la ville intelligente ou de la Smart City qui va être l'association entre le numérique et la gestion de la ville. Où effectivement, on va considérer que par les solutions numériques, par les applications, les capteurs, on va optimiser la gestion et le développement de la ville. Et en même temps, au moment où ce concept il va s'importer, et notamment en Europe, on voit une autre dimension apparaître qui est plus proche des citoyens et où l'intelligence, c'est pas dans les outils numériques qu'elle repose, mais vraiment dans l'intelligence collective, donc sur le faire ensemble. Et dans ce faire ensemble, on va venir utiliser des outils numériques. Voilà, il y a une notion de numérique en tant que bien commun lorsqu'on cherche des issues à la métropolisation. Est-ce que c'est cela les cadres qu'il faudrait lui donner au numérique ? Il y a peut-être deux termes que j'ai jamais trop compris qui semblent vouloir apporter une réponse à cette ville différente. Sharing City ou Responsive City. En gros, la Sharing City et la Responsive City, c'est l'idée selon laquelle on doit se réapproprier la production de la ville, notamment de la ville algorithmique. Beaucoup de gens ignorent que la plupart des grandes métropoles aujourd'hui sont engagées ou ont engagé et finalisé la création de jumeaux numériques qui permettent en fait de gérer la ville. Et ces jumeaux numériques, ce que je veux dire, c'est qu'ils appartiennent aux citoyens. Et pourtant, en fonction de la manière dont ils vont être utilisés, ils peuvent être plus ou moins coercitifs. Là, pour le moment, on a discuté essentiellement des territoires qu'on connaît, français, européens, et c'est très bien, parce qu'on est très critique et on se dit, est-ce qu'on peut trouver une forme solidaire de gestion technologique de la ville ? La réponse, elle est oui. Encore faut-il que ça soit un projet et un programme politique, et encore faut-il que les citoyens votent pour ça. Donc ça veut dire, il faut médiatiser cet enjeu du contrôle de la gestion algorithmique de nos villes par les citoyens. 2, il faut intégrer cette gestion numérique dans le service public, donc que les services publics, émanations de l'intérêt général, soient en capacité de gérer technologiquement ça et fassent pas de la sous-traitance. Et 3, il faut que politiquement, les gens aient envie de ça. Pour conclure, alors, on se demande pourquoi on en est là. Ce dont parle Alexandre, perso, ça me donne plutôt envie. On voit là des piliers assez porteurs d'un idéal de la ville de demain, j'ai l'impression. Alors, pourquoi ? J'ai quand même le sentiment qu'on ne va pas vraiment dans cette direction. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a cette
dystopie technologique de la ville, et pourtant on n'a pas de contre-modèle alternatif d'utopie numérique, tu vois. Et la question, c'est pourquoi ? Moi, je pose cette question-là. Mon métier, en fait, c'est d'objectiver les mécanismes. Hein. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, il y a des théoriciens, il y a des gens qui essayent de proposer cette responsive city ou cette sharing city, mais il n'y a pas une incarnation ou un projet politique qui consiste à le faire. Est-ce qu'il existe une alternative à la conception utilitariste et capitalistique de la technologie dans la gestion de la ville ? La réponse théorique que je te fais, elle est oui. Elle peut exister. Je t'ai donné l'exemple de Airbnb, je t'ai donné l'exemple des Fab Labs. Donc, deux manières d'analyser les choses. On est dans un cycle chronologique dont on ne mesure pas l'étendue. Et peut-être que les Fab Labs, dans 40 ans, nos enfants, ils en verront à tous les coins de rue. Ou peut-être qu'il y a une instrumentalisation capitalistique de la création de Fab Labs. Et comme toujours avec les gens qui sont au pouvoir, quand il y a des gens qui sont en opposition et qui proposent des alternatives, l'idée c'est qu'est-ce qu'on va leur donner pour qu'ils arrêtent de nous ennuyer. Tu vois, et on est là-dedans. Donc, des solutions, il en existe. Le contrôle des outils technologiques par l'incarnation de l'intérêt et pour l'incarnation de l'intérêt général. Donc, c'est un projet de société. C'est un projet de société qui est fort. C'est un projet de société qu'il faut assumer. Nous, on est juste des chercheurs et des gens qui réfléchissons. On peut dire qu'il y a des alternatives, il y a des propositions. Maintenant, c'est à la société de s'en emparer et de le faire. Merci à Alexandre Grondeau pour son temps et sa pédagogie sur un sujet qui, de prime abord, n'est pas si simple que ça, mais qui nous offre un regard différent sur notre manière d'appréhender la ville. Ces travaux recentrent la ville comme terrain de bataille politique dans lequel il est bon de questionner la juste place du numérique. On vous met quelques ressources supplémentaires en description du podcast. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à suivre Azerty comme les 6 premières lettres du clavier sur les applications des podcasts. Vous y trouverez des versions un peu plus longues de nos émissions ou des bonus. N'hésitez pas aussi à nous laisser des étoiles ou des commentaires, ça aide toujours. À bientôt sur le net. Azerty.